Je sais que vous avez plein de choses à raconter à votre voisin ou votre voisine. Et si vous voulez, on va essayer de passer au thème de cette soirée. Alors, Aline m'a dit, n'oublie pas des remerciements. Alors, je ne vais pas les oublier. On remercie les jardins de Péline pour nous avoir prêté des plantes pour décorer la salle ce soir. On remercie bien entendu la mairie de Mont-de-Marsan pour nous réserver cette salle. Et bien entendu, merci au personnel de la mairie qui a été très utile et nous a aidé et de façon très agréable et très compétente. Aline, j'ai oublié le remerciement, c'est bon ? Voilà, cette soirée, pourquoi Sarah Champagne, qui est chargée de la campagne agriculture des Années de la Terre en France, est ici ce soir? Pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est qu'avec ATTAC, nous nous organisons depuis le début de la saison, si je puis dire, saison sportive, depuis le mois de septembre, un cycle sur la sécurité sociale alimentaire. Alors, la sécurité sociale alimentaire, c'est un nouveau concept qui est apparu, et qui est apparu après les travaux de syndicalistes paysans, d'agronomes, d'économes, qui, à force de voir les problèmes que nous avions dans cette société, se sont posés des questions. Or, problème, dans le monde agricole, par exemple, comme vous le savez, la PAC, c'est environ, c'est-à-dire la politique agricole commune européenne, verse à la France, si je ne me trompe, chaque année entre 9 et 10 milliards d'euros, ce qui est une somme considérable. À quoi il faut rajouter toutes les aides de l'État, qui sont soit des aides directes, soit des aides indirectes, comme par exemple des défiscalisations, des tas de procédés pas toujours visibles pour le commun des mortels. Les aides régionales, les aides départementales. Et pour quel résultat social? Parce que d'un côté, on a ces aides massives, et socialement, qu'est-ce qu'on a en face? Si vous regardez les statistiques de l'INSEE, vous apercevez que dans le monde agricole, quasiment 25% des agriculteurs et des agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est un problème absolument énorme, et c'est un problème qui dure depuis des années. On continue à dépenser des sommes très importantes sans jamais arriver à régler ce problème de la pauvreté dans le monde agricole. On nous parle souvent des suicides, etc., mais c'est aussi, et c'est directement lié, au fait qu'on a une partie de cette profession qui travaille très durement et qui, à la fin du mois, n'arrive même pas à avoir suffisamment pour vivre décemment.
Ça, c'est une partie du problème. Mais de l'autre côté, si on regarde côté consommateur, on s'aperçoit que dans un pays comme la France, qui est un des pays les plus riches au monde, c'est une des puissances économiques parmi les plus importantes de la planète. Au niveau européen, c'est la première puissance agricole. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens mais qui ne mangent pas à leur faim, ou qui mangent pas suffisamment, ou qui mangent très mal. Et au lieu de saucissonner les problèmes comme on fait toujours, là, ces sociologues, ces syndicalistes paysans se sont dit, mais on va essayer de trouver un système qui, au lieu de séparer les problèmes, un système qui permettra d'aider à la fois les agriculteurs, les petits agriculteurs, les exploitations familiales, etc., et en même temps permettra à des familles qui ont des revenus très bas d'avoir accès à une alimentation de qualité. Parce qu'aujourd'hui, il faut être très clair, tout ce qui est banque alimentaire et ces systèmes-là sont intégrés dans les budgets des grandes multinationales. Ils savent que s'ils ont du surplus, ils peuvent les défiscaliser et les envoyer vers les restos du cœur, les banques alimentaires, etc. Donc c'est calculé dans leur budget. Et donc tous ces gens-là ont réfléchi à mettre en place un nouveau système, donc cette sécurité sociale de l'alimentation. Je pense que sur la table de la table, vous avez des informations, vous avez en tout cas des liens qui vous permettront d'approfondir un peu ce sujet qui est pour nous associatifs qui luttons depuis des années, qui luttons la plupart du temps contre les attaques, contre l'environnement, contre le bien-être social, etc. Pour une fois, là, on a un concept, une idée, qui est non plus d'empêcher nos adversaires de continuer à détruire, mais là, on a la possibilité de construire quelque chose. Et je vous engage vraiment tous à vous renseigner sur ce sujet-là, qui est extrêmement intéressant. Et comme il s'agit de sécurité sociale alimentaire, la semaine prochaine, au Cercle des citoyens, il y aura donc une réunion organisée par la CAP pour rappeler les fondamentaux de la sécurité sociale. Donc, au Cercle des citoyens, la semaine prochaine, c'est quel jour exactement? C'est le mercredi. Mercredi 10 mai à 19h30. Il y a une plaquette sur la table. Alors, raison de plus pour aller sur la table de la classe et de prendre les informations. Et parmi ce cycle thématique, on s'était dit, enfin j'avais peut-être un peu insisté, on s'était dit que ce serait quand même intéressant d'aborder l'agriculture aussi sous d'autres aspects, replacer cette thématique à l'agriculture dans les grands changements qu'elle est en train de subir aujourd'hui. Moi, je ne parle plus depuis plusieurs années de l'agriculture, je parle du complexe agro-industriel et financier mondial. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux OGM il y a 25 ans, il y avait des dizaines d'entreprises qui faisaient des OGM, qui faisaient des semences. Aujourd'hui, vous avez 4 entreprises qui contrôlent quasiment 50% de la production de semences commerciales dans le monde. Et comme par hasard, ces quatre entreprises contrôlent 68% de l'agrochimie mondiale. On a une concentration absolument extraordinaire dans ce secteur de l'agriculture. Vous avez 4 entreprises qui contrôlent quasiment 50% ou 60%, je ne me rappelle plus, du machinisme agricole. Lorsque vous prenez la génétique animale, par exemple, ce qui concerne la région, les poulets d'élevage, les poules pondeuses, la génétique de ces animaux-là, c'est 3 entreprises dans le monde qui contrôlent quasiment 100%. Et en plus, ils sont en train de passer des coalitions qui se font. Ça, c'était un des sujets qu'on aurait pu aborder, c'est-à-dire la concentration.
Il y a un autre sujet qu'on aurait pu aborder, c'est la financiarisation de l'agriculture. Alors, par exemple, si on regarde bien quels sont les actionnaires de ces grandes entreprises, vous avez les 3 grands fonds d'investissement, BlackRock, que vous connaissez tous, vous avez aussi Vanguard, et le dernier, je crois qu'il s'appelle State quelque chose, j'ai oublié le nom. Vous apercevez que par exemple, ils contrôlent à eux 3, ces 3 seuls instituts financiers contrôlent 25% de John Deere, qui est la première entreprise de machinisme agricole. Même chose dans des tas de domaines, que ce soit la première chaîne de supermarché mondial qui s'appelle Walmart, qui contrôle dans les 25%. Tous ces documents, vous les avez sur la table des amis de la Terre. Et donc là, on s'aperçoit que, alors qu'on pourrait penser qu'il y a de la concurrence, puisqu'il y a différents noms, en réalité, si vous regardez les actionnaires, vous s'apercevez que ce sont les mêmes. Donc, est-ce qu'on a affaire à de la concurrence ou est-ce qu'on a affaire à un oligopole? Et le troisième point, dont il est beaucoup question, c'est l'informatisation de l'agriculture. Ce qu'ils appellent l'agriculture intelligente, comme si les générations de paysans qui nous ont nourris depuis des milliers d'années, c'était l'agriculture idiote. Donc l'agriculture intelligente, cette digitalisation, informatisation de l'agriculture, on assiste là aussi à des phénomènes absolument extraordinaires. Parce que ceux qui contrôlent, il faut bien imaginer que, alors je vais essayer de prendre un exemple. Vous allez avoir un tracteur, on va dire John Deere, puisque c'est la première marque, qui sera équipé de logiciels qui seront fournis par Bayer Monsanto, puisque Monsanto est leader dans l'informatique agricole. Ils vont analyser le sol. Alors, je ne sais pas s'il y a des agriculteurs ici, mais lorsque ce tracteur avec ses logiciels analysera votre sol, les données de votre sol deviendront leur propriété. D'accord? Et ensuite, il y aura des appareillages sur le tracteur pour savoir combien on va mettre d'engrais sur quasiment pas chaque centimètre carré de carbone, quel type de graines, etc., etc. Et toutes ces données seront contrôlées par des plateformes digitales. Et ceux qui contrôlent ces plateformes digitales contrôleront l'agriculture. Sans oublier que pour l'agriculteur, ça veut dire une chose, ça veut dire guichet unique. Je veux un tracteur, mais je suis obligé d'acheter les logiciels, d'acheter les graines, d'acheter l'engrais, etc., etc. C'est un peu le même système qu'on a eu avec les OGM, où on achetait la semence, et on était obligé d'acheter le pesticide et cannabis. Alors voilà en gros les 3 sujets sur lesquels on pouvait intervenir. Et finalement, à ce moment-là, il est sorti le rapport des Amis de la Terre lors du Salon de l'agriculture sur l'accaparement des terres. Et quand on parle d'accaparement des terres, on pense toujours à Afrique, etc., les pays du Sud. Là, il ne s'agit pas d'accaparement des terres dans les pays du Sud, il s'agit de l'accaparement des terres en France. Mais il faut savoir que c'est un problème qui est similaire, par exemple en Espagne ou dans d'autres pays européens. Et quand on a vu ce sujet-là, on a été tous d'accord pour se dire c'est vraiment un sujet qu'il faut traiter, surtout qu'actuellement il y a une loi qui est en préparation, c'est la loi d'orientation agricole, et il y a intérêt à mettre le paquet pour que nos élus prennent les bonnes décisions si on veut que l'agriculture reste dans les mains de l'agriculteur et ne passe pas dans les mains de banquiers. Et c'est ce que Sarah va vous expliquer. Merci beaucoup Christian et merci à TAC et aux Amis de la Terre-Lande pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici ce soir et de vous voir si nombreux. Donc effectivement, voilà, aujourd'hui je suis venue vous parler de la thématique de l'accaparement des terres agricoles, puisque nous, aux Amis de la Terre, on
a sorti, comme l'a dit Christian, un rapport sur ce problème qui a lieu en France, qui est encore très méconnu. On a sorti ce rapport donc, le 28 février à l'occasion du Salon de l'agriculture. Effectivement, dans le cadre de la loi d'orientation agricole cette année, c'est un sujet qu'on va suivre au moins toute cette année et si possible plus, avec des mobilisations locales un peu partout. Voilà, ça me tenait à cœur de vous le présenter aussi. Donc pour me présenter brièvement, moi je suis Sarah Champagne, je suis chargée de campagne agriculture aux Amis de la Terre. Et voilà, je suis passionnée des thématiques agroécologiques, de tout ce qui est justice sociale aussi. Je suis militante écologiste depuis une dizaine d'années. Voilà à peu près. Donc voilà, je vais vous parler, ça va parler à la fois de questions de justice sociale, de questions de fiscalité, de régulation fiscale, et puis d'écologie. Je vais commencer par vous présenter rapidement notre association, les Amis de la Terre. Les Amis de la Terre France, on a été créé en 1972 et on est une association qui s'assume radicale pour l'écologie et la justice sociale, qui a toujours eu à cœur de mêler ces deux thématiques pour toucher le maximum de personnes et vraiment impacter au quotidien les citoyens. On a aussi un engagement fort en termes de justice nord-sud, donc voilà, d'avoir une vision vraiment décoloniale. Et puis on se mobilise, comme c'est écrit ici, pour la participation des citoyens aux prises de décisions publiques. Donc c'est pour ça voilà, qu'on est là aussi pour informer, sensibiliser, et puis espérer mobiliser ensuite le maximum de monde sur nos thématiques. Et on est une fédération, donc moi je fais partie de l'équipe salariée nationale, mais on a aussi des groupes locaux très actifs comme ici, avec lesquels on travaille, et donc au niveau régional, et puis au niveau international ensuite, on fait partie des Amis de la Terre européens et internationaux, et on voit qu'en fait ces thématiques, notamment de l'accaparement des terres, est internationale. Voilà. Alors, et voilà notre motto, mobiliser, résister, transformer. Donc, je vais pouvoir vous présenter les conclusions de notre rapport qui décrypte le phénomène d'accaparement des terres et qui propose des solutions politiques concrètes. Comment agir pour endiguer ce phénomène, pourquoi est-ce un problème et pourquoi est-ce qu'il nous concerne tous. Donc notre rapport s'appelle « La terre aux paysans, paysannes et l'agro-industrie hors champ ». Parce qu'on va voir qu'en fait, l'accaparement des terres est vraiment lié au développement des pratiques agro-industrielles. Alors avant juste cette petite définition, je voudrais vous rappeler un peu le contexte politique, donc tu l'as fait un peu Christian, mais en fait on est en pleine rédaction d'un projet de loi d'orientation agricole. C'est une opportunité hyper importante parce que c'est tous les 10 ans en gros qu'il y a des lois d'orientation agricole qui définissent les stratégies politiques de l'agriculture en France pour les 10 prochaines années avant la prochaine loi. Et donc cette loi va être finalisée par le gouvernement d'ici l'été, juin, juillet, et ensuite on va avoir une phase parlementaire, donc avec les députés et les sénateurs qui vont pouvoir voter sur cette loi, proposer des amendements pour l'améliorer. Et cette loi, là, cette année, est particulièrement importante puisque d'ici 2030, la moitié des agriculteurs français seront partis à la retraite. Donc, de tous les partis politiques, il y a vraiment une reconnaissance de l'enjeu d'assurer le renouvellement générationnel des agriculteurs pour assurer la résilience alimentaire, permettre à tout le monde de manger sain et de manger simplement, et tout en faisant face aux défis climatiques. Donc voilà, il y a vraiment une reconnaissance de cet enjeu-là, et en fait l'accès à la terre par les paysans est fondamental pour permettre ce renouvellement générationnel. Et nous, on porte cette thématique dans le cadre de cette loi et avec de nombreux partenaires comme Terre de Liens, vous savez peut-être, vous connaissez peut-être. Voilà, c'est vraiment notre thématique principale et elle est vraiment importante comme on va le voir. Donc, je vais commencer par expliquer ce qu'on entend, nous, par accaparement des terres. C'est dans d'autres
termes, on peut parler de concentration foncière, mais vraiment aux mains de quelques-uns, et notamment de sociétés financières. Donc voilà, l'accaparement des terres, on le définit comme l'acquisition massive de terres agricoles par des investisseurs financiers, donc, pour cultiver la terre selon des méthodes non agroécologiques, ou même à des fins de spéculation pour contrôler la ressource de terre. Donc le plus souvent, ça va être ce qu'on appelle les agri-managers, ou c'est des termes qu'on utilise pour mobiliser, qui ne sont pas de définition juridique, mais qui, en gros, nous, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il s'agit d'agriculteurs, mais ou de personnes qui sont à la tête de sociétés financières potentiellement agricoles, mais qui en réalité ne participent pas au travail agricole. Voilà, et donc c'est soit les agri-managers, soit des multinationales françaises ou étrangères, de plus en plus aussi, qui contournent la réglementation qui existe aujourd'hui, et qui est très faible, mais qui existe quand même, pour créer des exploitations de plusieurs milliers d'hectares, et puis spéculer, voilà, et gagner toujours plus d'argent, faire du profit sur les terres, au détriment des paysans et du reste des citoyens. C'est donc une problématique socio-économique, puisqu'elle détruit les emplois paysans, et une problématique environnementale, puisqu'elle bloque le développement de l'agroécologie. Voilà, et c'est un phénomène qui est rampant, qui est, comme je le disais, assez méconnu, mais qui, depuis une vingtaine d'années, s'accentue. Et aujourd'hui, on a à peu près 15% des terres agricoles françaises qui sont financiarisées d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est vraiment des contournements juridiques, et c'est souvent légal aussi, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on voit déjà comme problématique, mais en fait, ça a des conséquences assez importantes. Alors, première partie sur simplement un peu des informations générales sur l'accaparement des terres. Là, je vous ai fait un graphique qui n'est pas très beau. C'est moi qui l'ai fait, vous m'en voudrez pas. Mais je voulais vous montrer l'évolution du nombre d'exploitations en France et, à contrario, de la surface agricole. Parce qu'en fait, c'est deux dynamiques contradictoires. Et on voit que, voilà, en 1970, on avait 1 600 000 exploitations en gros. En 2010, on en a en gros 500 000. Donc il y a une énorme baisse, hein, et à côté de ça, même si ça ne se voit pas beaucoup, la surface agricole moyenne elle ne fait qu'augmenter, et elle est aujourd'hui de 69 hectares, alors que dans les années 70 c'était plutôt 30. Voilà. Donc en fait il y a une corrélation entre le nombre d'exploitations qui baisse et la surface des exploitations qui reste et qui ne fait qu'augmenter, puisque c'est ce phénomène de concentration foncière, une exploitation en rachète une autre, etc. Donc c'est de plus en plus d'agrandissement. Voilà. Et ce phénomène d'agrandissement ne fait que se renforcer donc, depuis une vingtaine d'années, notamment via le développement du marché sociétaire, marché des parts de sociétés agricoles. La mission d'information de l'Assemblée nationale définit ce marché comme l'instrument privilégié d'accaparement des terres. Et en fait, voilà, c'est des sociétés financières donc, qui vont, ça peut être des fonds d'investissement, des compagnies d'assurance, etc., qui n'ont souvent rien à voir avec le métier d'agriculteur, qui vont s'intéresser au fait d'acheter des terres pour, encore une fois, leur profit, avec peu d'intérêt pour l'alimentation saine, etc. Et surtout qui ont une puissance d'achat évidemment bien plus élevée que des petits agriculteurs du coin. Voilà, donc ils vont pouvoir acheter ces terres-là. Et en fait, c'est un phénomène qui s'auto-nourrit, c'est vraiment un cercle vicieux, puisque plus une ferme est grande, plus elle est chère, et donc moins elle est accessible. Et donc l'agrandissement continue, puisque c'est les sociétés financières qui vont vouloir acheter toujours plus et toujours plus cher. Donc ça bloque en fait l'installation de nouveaux paysans, alors même que, on a vu tout à l'heure, c'est essentiel dans les 10 prochaines années. Voilà, et donc elles ont une puissance d'achat bien plus élevée, et en plus de ça, elles bénéficient d'une optimisation fiscale. En fait, il y a vraiment le fait de se constituer en société, notamment en holding, le fait d'avoir des filiales, etc., ça permet de faire tout un tas de choses relevant de l'optimisation fiscale. Alors je ne suis pas une experte, mais
heureusement, mais voilà, ça permet en tout cas de payer moins d'impôts et par différents contournements de vraiment en fait, payer très très peu, beaucoup moins que si on est simplement des personnes physiques qui achètent les terres et on est imposé comme n'importe qui sur le revenu. Voilà. Et autre chose que je voulais dire, mais ça va me revenir. Voilà, bon, je reviendrai après. Mais en tout cas, c'est un problème fondamental aussi, puisque cette concentration foncière permet en fait toujours plus d'enrichissement au détriment de la majorité des gens. Voilà. Et oui, voilà, ça m'est revenu, c'est dans ce sujet-là aussi. En fait, on a un système de régulation foncière qui, en 1945, était envié par toute l'Europe, si je veux dire, puisqu'on a créé différents outils de régulation très puissants, notamment le statut du fermage qui protège les paysans avec des baux de 9 ans, voilà, des choses très, très, très protégées. Il y a les schémas régionaux aussi de développement rural qui fixent des seuils maximaux d'agrandissement qui sont autour de, ça dépend des régions, autour de 200 hectares, qui sont en fait pas très contraignants, mais bon, c'est un outil de régulation qui existe. Et on a aussi les SAFER, les sociétés d'aménagement du foncier et d'établissement rural, qui sont censés réguler l'accès au foncier, et qui l'ont fait, mais qui aujourd'hui, on verra après, dysfonctionnent pas mal. Et voilà, aujourd'hui, ce système-là, en fait, il est inadapté au développement de la financiarisation qui existe un peu partout, même dans d'autres secteurs, depuis les années 90, parce que ces sociétés contournent la législation et en toute légalité. En fait, ça relève aussi de l'optimisation fiscale, mais les SAFER n'ont le droit d'intervenir que si 100% des parts sociales sont vendues en même temps. Et donc il suffit de vendre 99% et puis ensuite 1% pour ne pas être sous le contrôle des SAFER. Et les SAFER elles-mêmes reconnaissent aujourd'hui qu'un hectare sur 3 échappe à leur contrôle. Donc ça c'est un premier problème qui fait que en fait, il y a des contournements juridiques entre l'égalité parce que nos outils ne sont pas adaptés. D'autre part, les SAFER aujourd'hui elles manquent énormément de financement public. Elles sont financées aujourd'hui à peu près 5%. Par l'État, alors que c'était beaucoup plus avant, pratiquement en totalité. Et donc, comme elles manquent de financement, alors qu'elles sont censées privilégier les projets agricoles qui font de l'écologie, qui garantissent des emplois, mais qui sont peut-être moins rémunérateurs que des projets de sociétés financières, elles vont être obligées, pour s'autofinancer, de favoriser ces projets peu intéressants du point de vue écologique et social. D'autre part, il y a une grande opacité dans leur processus de décision, tout le monde n'a pas accès, souvent il y a beaucoup de scandales un peu partout sur le fait que c'est très opaque, ces réunions, on ne sait pas trop ce qui s'y dit. Et puis il y a eu une loi quand même, en 2021, qui mérite d'exister, qui s'appelle la loi Sans Passe Tous, faite par un député En Marche, pour essayer de répondre à ce problème d'accès au foncier, de régulation. Mais en fait, c'est une loi un peu pour rien qui n'est pas efficace parce que notamment les seuils de déplacement qui imposent un contrôle de l'État sont trop élevés, il y a plein de compensations et plein de dérogations prévues, donc en fait c'est inefficace. Mais cette loi existe, c'est un premier pas et c'est une bonne intention, mais maintenant il faut aller plus loin. Alors, je vous disais donc il y a deux problèmes majeurs de l'accaparement des terres. Il y a un problème écologique, donc je vais commencer par vous parler. Pourquoi l'accaparement des terres, c'est anti-écologique? Ça peut paraître un peu contre-intuitif, on ne peut pas vraiment voir le lien. Et en fait, il y a de plus en plus d'études et de recherches qui sont faites dessus, et puis les Amis de la Terre essayent d'y contribuer aussi, pour montrer qu'il y a un lien de corrélation et même de causalité entre l'accaparement des terres, l'agrandissement des parcelles et le développement du modèle agro-industriel. Pourquoi? Parce qu'un agrandissement, quelqu'un qui veut, surtout une société financière qui va vouloir agrandir ses terres, elle va être intéressée par une rentabilité de court terme. Donc, elle va favoriser la simplification des cultures, les monocultures, l'arasement des haies, etc. Donc des cultures qui ne sont pas du tout
intéressants sur le long terme, puisqu'il va falloir les refaire à chaque fois, ce qui va donc conduire à un agrandissement, parce que la terre va être de moins bonne qualité, avec ces monocultures, ces engrais, ces pesticides qui sont nécessaires pour maintenir des cultures de cette sorte. Voilà, ça va pousser donc, à agrandir, parce que la terre va être de mauvaise qualité. Donc, toujours plus, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. On va agrandir, donc on va faire de l'agro-industrie pour gagner de l'argent, donc on va à nouveau agrandir, etc. Et donc, ce modèle-là est vraiment nocif pour le climat et la biodiversité. Les engrais et les pesticides, on le sait, hein, sont mauvais. Ils ont un coût énergétique déjà énorme, puisque les engrais et les pesticides, on le sait peu, mais proviennent à 95% des énergies fossiles aujourd'hui. Voilà, ils émettent énormément soit de carbone, soit de protoxyde d'azote, enfin des gaz à effet de serre très très réchauffants. Ils sont mauvais pour la santé. Il y a des risques aussi d'explosion dans les usines. Donc un problème écologique vraiment majeur qui est favorisé par cette concentration foncière. Et d'autre part, le deuxième problème écologique, c'est, on l'a dit tout à l'heure, mais le fait de bloquer les installations de petits paysans qui seraient potentiellement porteurs de projets en agroécologie, en agriculture biologique, etc., et qui sont incapables financièrement de faire face à ce phénomène. Donc voilà deux problèmes majeurs pour l'écologie. Et ensuite, on a un deuxième problème majeur qui est la question de l'emploi agricole et un problème économique et social globalement. Alors tout le monde cherche aujourd'hui à garantir les emplois agricoles. Une des solutions, c'est de lutter contre l'accaparement des terres. On a des chiffres à vous présenter. L'absorption de petites fermes par des grandes, on voit qu'elle détruit activement les emplois. Toujours dans cette recherche de rentabilité de court terme, on va vouloir mécaniser les pratiques agricoles et ça va être partiellement compensé par la baisse des emplois. Et voilà, entre 2010 et 2020, selon le recensement agricole, 80 000 emplois agricoles ont disparu. Et par ailleurs, il y a une corrélation qui est a priori une causalité on cherche encore à prouver, mais c'est sûr qu'il y a une corrélation entre la hausse du salariat, cette forme qui change, hein, cet agrandissement, et la hausse du salariat précaire en agriculture, donc, puisque 80% des salariés agricoles sont en CDD, sans saisonniers, apprentis ou travailleurs détachés de l'Union européenne, donc vraiment sous-payés et précaires. Et tout ça pour l'enrichissement de quelques-uns, puisque par nature, un système de concentration est fait pour bénéficier qu'à quelques personnes, au détriment de la majorité, puisque c'est justement la nature de la concentration. On l'a dit, c'est une ouverture de profit à des investisseurs qui ne prennent pas part aux travaux agricoles, voilà, dont le pouvoir d'achat est bien plus élevé que celui des agriculteurs et agricultrices. Par ailleurs, la politique agricole commune aujourd'hui, elle favorise l'agrandissement, en fait, parce qu'elle favorise les grandes exploitations à son insu quelque part. Il trouve ça bien, mais c'est pas ce qu'il souhaite faire, dans le sens où on a une aide quand on a aux 52 premiers hectares. Mais en fait, les sociétés financières notamment agissent de telle sorte qu'elles découpent leurs parcelles en 52 plus 52 plus 52 pour avoir plein d'aide de la PAC sans vraiment, ou même sans jamais, travailler la terre. Donc voilà, elles génèrent moins de valeur ajoutée à l'hectare puisqu'elles sont en pratique agro-industrielle, mais elles reçoivent pratiquement toutes les aides. Et on a dit aussi une fiscalité plus avantageuse pour les parts sociales que pour l'achat direct de terre. Alors, quelques chiffres clés en résumé. Depuis 1955, on a 4,7 millions d'actifs agricoles qui ont disparu. Et aujourd'hui, il reste 8% du nombre d'agriculteurs de 1950. On a un tiers des fermes qui ont disparu depuis 2000. Et chaque semaine, c'est 200 fermes qui disparaissent, là, aujourd'hui, actuellement. Alors, 69 hectares, c'est la surface moyenne d'une exploitation agricole, c'est le double d'il y a 30 ans, et 80% des salariés agricoles sont précaires. D'autre part, les lots acquis par les sociétés financières sont 27% en moyenne, plus onéreux, et 5 fois plus grands que les lots acquis par les petits agriculteurs.
Voilà quelques chiffres, et puis, je crois que j'ai... Non, c'est bon, je vous l'avais dit, un tiers des hectares échappe au contrôle des affaires, je l'avais dit aussi. Voilà, alors maintenant, on va s'intéresser au plus intéressant. Quelles solutions les Amis de la Terre proposent, avec, encore une fois, en coalition avec Terre de Liens, avec la Confédération Paysanne notamment, pour réguler ce problème d'accès au foncier. Alors, nous, dans le cadre de cette loi d'orientation agricole de cette année, on propose une mesure urgente qui n'est pas viable seule, mais qui vraiment répond au problème pas tout de suite, et qui ensuite devrait être complétée d'autres mesures de régulation foncière. Donc cette mesure urgente, c'est le plafonnement du nombre d'hectares qu'une même personne, qu'elle soit physique ou morale, peut contrôler, pour éviter justement cet agrandissement. Alors on a fait un peu un slogan qui est bien la liberté d'entreprendre, mais pas la liberté de tout prendre. Voilà, c'est joli. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'idée n'est pas du tout de brider même les grandes exploitations, mais vraiment d'empêcher l'accaparement de milliers d'hectares. Donc je vous lis notre mesure. Afin de permettre l'installation de nouveaux agriculteurs ou le renforcement de plus petites structures, aucune personne physique ne doit pouvoir contrôler, quel que soit le mode de contrôle, plus de 300 hectares de surface à usage ou vocation agricole, soit plus de 4 fois la taille moyenne des exploitations en France et plus du double de la taille des grandes exploitations. Voilà, donc on a choisi le chiffre de 300 hectares, d'une part en coordination avec la Via Campesina, qui est le mouvement de l'agriculture paysanne européenne, qui elle propose 500 hectares en moyenne en Europe, pour aussi s'adapter aux réalités de l'Est de l'Europe qui ont des surfaces plus grandes que les nôtres. Et puis voilà, c'est 4 fois la taille moyenne des exploitations en France, c'est le double de la taille des grandes exploitations, donc c'est vraiment pour pouvoir viser les milliers d'hectares et non les grandes exploitations. On a d'autres mesures prioritaires donc, qui viennent compléter cette mesure d'urgence, notamment une réforme de la politique agricole commune pour qu'elle ne favorise pas l'agrandissement comme c'est le cas aujourd'hui, mais qu'elle favorise l'emploi agricole. Donc on propose, au lieu de proportionner les aides au nombre d'hectares de l'exploitation, de les proportionner au nombre d'emplois générés par l'exploitation. Voilà, d'autre part, on propose de créer des commissions départementales pour harmoniser la régulation foncière et éviter aujourd'hui les failles qu'on voit dans les SAFER. Donc ça veut dire que ce serait une commission qui intègre des différents acteurs, des agriculteurs, des syndicats, aussi des organisations environnementales, qui seraient garants chacun d'entre eux d'une transparence. Voilà, il y a aussi évidemment le refinancement des SAFER qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est essentiel. On propose aussi la création d'un observatoire des terres agricoles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la directive européenne contre le blanchiment d'argent oblige les États membres à avoir un registre de chaque propriétaire de société, notamment agricole, mais en fait l'État ne le fait pas. Bercy a des chiffres mais ne les donne pas. Donc on propose la création de cet observatoire pour permettre cette transparence sur qui possède quoi. Parce que si on est un agriculteur qu'on veut s'installer, c'est essentiel de savoir un peu en avance, d'avoir des informations, de pouvoir y avoir accès pour faire son choix de lieu, de modalités différentes. Et enfin, c'est un peu technique, mais en fait, on demande de faire perdre la qualité d'actifs agricoles aux délégants qui ne participent pas aux travaux pour les empêcher d'accaparer les aides de la PAC. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent être qualifiés d'actifs alors qu'en réalité, ils ne participent pas aux travaux. Voilà à peu près. Et puis, voilà, je vais terminer avec une petite citation du Parlement européen sur l'état des lieux de la concentration agricole dans l'Union européenne. Donc, cette citation elle date de 2017. C'est un problème qui est reconnu depuis des années, mais qui est encore vraiment dans les tiroirs. Dit donc le degré de concentration des terres agricoles en Europe s'approche de la situation de partage inéquitable des terres que connaissent par exemple le Brésil, la Colombie, les Philippines. Une concentration excessive des terres agricoles divise la société, déstabilise le milieu rural et met en péril la sécurité alimentaire, ce qui nuit aux objectifs écologiques et sociaux européens. Donc voilà, c'est un problème qu'on imagine qui n'existe pas en France, qui en réalité ne fait que s'intensifier, qui a donc des conséquences pour l'emploi agricole qui sont vraiment dramatiques et
qu'il faut absolument résoudre là, lors de la loi d'orientation agricole de cette année, puisque c'est la dernière loi avant que la moitié des agriculteurs partent à la retraite, qui a donc des conséquences écologiques qui sont de plus en plus démontrées. Là aussi, c'est désastreux pour notre souveraineté alimentaire, pour notre survie en bonne santé. Et puis, c'est une question aussi de justice sociale, de régulation, pour que chacun ait accès au foncier de la même manière. Voilà, j'ai terminé la présentation, je vous remercie, et puis je vais prendre les questions, donc j'avais des questions aussi. On va donner un micro. Bonjour, merci pour cette présentation très éloquente qui passe un paysage un peu catastrophique de ce qui se passe dans l'univers dans le futur. Juste une question assez générale. Qu'est-ce qui vous garantit qu'en changeant l'accaparement des terres ou la taille de l'exploitation, l'agriculture ira vers un modèle vraiment agroécologique? Alors c'est pas garanti effectivement, mais ça le favorise, on va dire, puisque l'agroécologie va être naturellement déjà avec beaucoup de main d'œuvre, et puis va se faire sur des plus petites surfaces naturellement. C'est comment dire, l'essence de l'agroécologie. Bon, en tout cas après ça dépend ce qu'on entend par l'agroécologie. Mais après c'est pas effectivement, il faut des garanties autres qui soient des subventions, d'autres régulations dans d'autres domaines pour permettre l'agroécologie. Là, ce qu'on disait vraiment, c'est qu'en tout cas, c'est une des solutions, justement, de lutter contre la concentration foncière. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas suffisant. Il faut des vraies subventions, notamment au bio, par exemple. Voilà. Oui, je vais renouveler les remerciements, mais je veux faire quelques remarques. Heureusement que les tailles des exploitations se soient agrandies. Parce qu'aujourd'hui, avec 20 hectares, l'agriculteur ne peut pas vivre. C'est dû à la modernisation, etc., etc. Et moi, c'est une réalité concrète, ça. Quand vous avez dit, nombre de paysans qui vivent, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, en dessous du seuil de pauvreté. Oui, ça, j'ai du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez tout à l'heure, il a été dit qu'il y avait beaucoup de paysans qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. C'est dû à des revenus, donc à des productions qui ne sont pas payées au prix qu'ils devraient payer. Mais là ne sera pas mon propos. Je pense que vous avez oublié une proposition. Ça va peut-être pas faire plaisir, mais moi je suis un de ceux qui pensent que la propriété de centaines d'hectares de terres agricoles ou de terres n'a pas lieu d'être. Moi je pense qu'on devrait travailler à la question du droit d'utilisation de la terre plutôt que du droit de la propriété. Et ça, de mon point de vue, ça libérerait beaucoup de choses. Et ça permettrait beaucoup de choses. Parce que quand il y a un jeune, je sais qu'il y a des syndicalistes du MODEF qui sont ici présents dans la salle, quand il y a un jeune qui veut s'installer aujourd'hui, d'abord il faudrait créer des vocations pour le métier agricole. Vous l'avez pas dit tout à l'heure, mais en 20 ans, c'est 100 000 agriculteurs qui ont disparu. 100 000 agriculteurs. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, on voit bien que pour le renouvellement, la reprise des exploitations agricoles, ça ne peut pas se faire parce qu'il n'y a pas d'agriculteurs aujourd'hui. Alors il y a des choses qui sont en train de s'inverser. Je sais qu'il y a un enseignant du milieu agricole qui est là, qui pourra nous dire des choses. Il y a des vocations nouvelles qui se font, qui ne sont pas à la hauteur de ce qui devrait être. Et moi, je mets en débat cette question du droit d'utilisation de la terre plutôt que du droit de la propriété. Et je pense que nous y arrivons, si on a noté cela, vers ce que vous proposez, une agriculture meilleure pour la terre, meilleure pour la santé, et une agriculture qui permet aux populations de pouvoir manger. Parce que quand on regarde les statistiques, y compris dans notre petite région Aquitaine, ancienne région Aquitaine, aujourd'hui on ne produit pas assez de tomates, on est obligé de les faire venir d'ailleurs, on ne produit pas assez de fruits, et on ne produit plus assez de viande, etc. C'est de tout ça dont il faut parler quand on parle de modification substantielle du modèle agricole français. Ce que vous avez dépeint, c'est
c'est le capitalisme agricole, voilà, tout simplement. Donc il faut changer réellement de modèle. Et je réinsiste, essayer de me répondre, parce que c'est une idée qui me tourne dans la tête depuis longtemps, droit d'utilisation de la terre plutôt que le droit de propriété. Parce que 300 hectares, c'est le droit de propriété quand on va à Chalosse par rapport à ce qu'ils ont à Chalosse, comme paysans. Je vois Marie là. Donc il y a peut-être des choses à fouiller dans cette proposition. Alors, c'est une proposition très intéressante. En fait, j'en ai discuté un peu avec la Via Campesina, effectivement, mais en fait, c'est une proposition très radicale et très compliquée aujourd'hui à mettre en œuvre, parce que le droit de propriété est complètement protégé et à la base de notre droit, en France comme en Europe. Mais c'est effectivement, la Via Campesina, il réfléchit de loin comme un idéal, effectivement. Mais voilà, en tout cas, oui, c'est très intéressant. Et après, on a notre idée aussi, avec les outils de régulation, c'est de réguler cette propriété, cet usage, de passer plutôt par l'usage que par la propriété, parce que c'est plus efficace, plus rapide à réguler dans l'état actuel de notre droit. Mais bon, je vous remercie pour la proposition. La proposition qui vient d'être faite, là, je trouve qu'elle existe déjà, on appelle ça le fermage. Oui, en partie. Et ensuite, de remettre en question le droit de propriété, oui, enfin, moi je suis igual par rapport à ça, mais ça a été l'une des grandes conquêtes de la Révolution de 1789, puisque tout ce qui s'est passé avant 1789, c'était l'obscurantisme et compagnie, et que c'est depuis 1789 que nous sommes rentrés dans un monde qui va vers l'idéalisme, je ne sais pas si ça existe ce mot. Non, pardonnez-moi. Alors ça ne se dit pas bien dit. C'est oui, c'est ça. Et voilà, enfin pour moi ça existe. Ouais. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que vous m'expliquiez la relation que vous avez, ou pas d'ailleurs, avec la SAFER, qui elle aussi a été une grande conquête de 1945-46, n'est-ce pas? Et pour lesquels il faut savoir si les gens qui sont avec la SAFER sont des vendeurs, des acheteurs, sont des clients, sont des amis, sont des copains, sont des coquins, etc. Voilà, j'aimerais savoir, parce que moi, la SAFER, je ne connais pas trop ce que c'est, je ne suis pas demandé à l'explorer. Mais expliquez-moi, s'il vous plaît. C'est une bonne question, et en fait c'est un peu, je suis d'accord avec vous, c'est des clients, etc., on ne sait pas trop, et nous on n'a pas de relation, pour l'instant en tout cas on n'a pas de relation directe avec eux, c'est pourtant, on essaye de se rapprocher de différents acteurs du monde agricole, c'est pas toujours évident pour une organisation environnementale de le faire, mais donc, en termes de relations directes, on n'en a pas actuellement. En termes, par contre, de combat commun ou non, en ce qui concerne leur financement, notre volonté qu'ils soient plus financés par la puissance publique, c'est une proposition qui porte même, évidemment, dans ce public. Et dans le cadre de la loi d'orientation agricole, ils souhaitent être plus financés pour avoir plus de moyens de faire leur boulot. Mais en parallèle, tout ce qui est opacité des affaires, bon, ça c'est sûr qu'ils n'en parlent pas trop parce que lors de la loi Trompes tous, qui a été votée en 2021 et qui régule l'accès au foncier, en partie, pas complètement, leurs prérogatives ont été augmentées, donc elles en sont satisfaites. Alors je ne pourrais pas vous dire en détail quelles prérogatives, mais voilà, elles, les affaires, cette loi les arrange pour le moment. Donc elles ne vont pas soutenir notre proposition, évidemment, de meilleure transparence de SAFER, de création de commissions départementales d'harmonisation et de renforcement de cette loi, puisqu'elles sont aujourd'hui satisfaites. Voilà, j'espère que ça répond à la question. C'est une question en lien avec cette idée des SAFER. Je suis hyper surprise qu'il n'y ait pas de commission départementale qui existe déjà pour gérer cette transmission du foncier. Il n'y a rien qui existe. Les SAFER font leur truc dans leur coin et sinon, c'est quand même très étonnant. Il y a des commissions, je crois, mais c'est surtout les SAFER qui... Est-ce que vous pourriez parler de la DDTM, s'il vous plaît? La DDTM. Je sais pas... Si vous pensez parler de terres agricoles sans parler du rôle de la DDTM,
qui est un organisme d'État, vous pouvez pas, c'est pas possible. Bah, peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire, parce que je ne travaille pas sur tous les sujets non plus. Non. L'État, via la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, hein, c'est l'organisme qui est à Mont-de-Marsan, voilà, ça dépend du ministère de l'Agriculture, a bien une commission pour gérer la transmission des terres. Vous ne pouvez pas vous improviser comme ça, agriculteur, sans avoir demandé quelques autorisations. Ça ne marche pas. Oui, bah, il y a des organismes qui existent, effectivement, mais ensuite le problème de régulation et d'attribution du foncier, l'attribution du foncier aujourd'hui est mal régulée, malgré ces différents organismes. Vous avez au sein de cette DDTM une commission qui s'appelle la CDOA. Oui, tout à fait. Oui. Après ça, il y a des coquins et des copains, mais ça, là où il y a des hommes, vous trouverez toujours de l'hommerie. Si ce n'est pas les copains d'un tel, ça sera les copains d'en face. Comme vous voulez. Oui, tout à fait, c'est les CDOA, mais qui sont aujourd'hui pas suffisantes en fait. Donc, oui, il y a des organismes, oui, la France est bien dotée par rapport à d'autres pays. Maintenant, les problèmes, ils sont là, on les voit avec les chiffres que je vous ai présentés, et c'est pour ça qu'on souhaite une meilleure régulation. Non, le micro marche pas, le micro marche pas. Plus fort. Micro. Voilà, il ne faut pas remonter à la Révolution française pour parler de la propriété agricole, du foncier agricole par les agriculteurs. Donc, c'est plutôt dans l'histoire, c'est plutôt une histoire d'après la guerre, et qui a à peu près, ça tourne autour du plan Marshall. Donc, ça tourne autour de remonter la France au niveau de l'agriculture et au niveau de son indépendance alimentaire de toute l'Europe, épaulé sur le système américain, comme on le connaît encore un petit peu aujourd'hui. Et c'est ce qui a amené l'État, les gouvernements, à proposer aux agriculteurs la possibilité, avec la création d'ailleurs d'un organisme financier qui s'appelle le Crédit Agricole, à proposer aux agriculteurs la facilité, ou le plus de facilité possible, d'acheter du foncier agricole. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre en place cette politique de foncier agricole? C'était simplement pour adosser les retraites des agriculteurs. Mais je pense que j'ai fini, voilà. Oui, effectivement, merci pour cet ajout. Je pense que M. Laval voulait aussi parler de la propriété globale, en fait, pas seulement agricole. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Voilà, le droit de propriété qui date, qui a été sacralisé par la Révolution. Et en fait, effectivement, oui, après la guerre, ce qui a été fait aussi par l'État, hein, qui était salvateur à l'époque. Alors, s'il y a besoin de micro, je peux donner le mien, peut-être. Et puis après, pour parler un tout petit peu du reste, effectivement, la DDTM. Il faut pas mettre le doigt de la poche, on ne le prendra pas. Les piles sont en train de faire. Les piles qui sont en train de faire. Voilà. Le rôle de la SAFER, je pense qu'il y a, enfin, je voulais parler de la DDTM et de la SAFER, mais il y a quand même une chose qu'il faut savoir, enfin que le public doit savoir, c'est que la SAFER, son rôle principal, c'est d'essayer de maintenir les prix des terres agricoles. Le prix, le coût de l'hectare agricole, selon évidemment la région, la fertilité des terres et tout ça. Si on regarde historiquement le travail qu'a fait la SAFER, c'est un travail remarquable, puisque c'est en France qu'on a les prix à l'hectare le moins élevés en Europe. Vous allez en Angleterre, vous pouvez acheter des hectares de land pour mettre des moutons à des prix qui sont prohibitifs par rapport au prix français. Donc, ma foi, la SAFER a tenu un petit peu son rôle. Alors c'est vrai qu'elle est devenue de plus en plus un service public-privé, on va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'ils ont de moins en moins de subventions publiques, puisque maintenant, on peut dire aussi, ou certains me disent que ça devient un peu une agence immobilière, mais c'est vrai qu'elle est aussi sur les transactions
transactions qu'elles font. Et après, la DDTM, elle a un rôle de gestion du territoire, elle n'a pas un rôle de gestion de foncier. Elle a un rôle de déterminer des quotas dans les landes, par exemple de défriche, d'autorisation, mais elle n'a pas un rôle dans les transmissions de terre, par exemple. Elle n'a pas de rôle du tout. La DDTM n'a aucun regard et n'a pas lieu d'avoir de regard sur les transmissions foncières. Et par contre, c'est la SAFER qui le fait. Maintenant, le problème de la SAFER, vous citiez, dans les propositions, vous citiez une instance, par exemple départementale, qui puisse par exemple, harmoniser la régulation du foncier. Mais cette instance, si j'ai envie de dire, elle existe, c'est la SAFER. Mais la seule chose qu'il faut regarder, c'est simplement sa composition. Autrement, l'organe par lui-même, il serait peut-être intéressant, mais c'est les gens qui sont autour de la table qui, effectivement, j'ai envie de dire, sont tous dans le même bord de l'agro-business. Donc, c'est forcément des gens qui voient par un bout de la lorgnette qui n'est pas forcément le même que tout le monde. Voilà. Je ne sais pas si on m'entend bien. Vous m'entendez bien, ça va ok. Oui, tout à fait. Alors, sur les commissions départementales qu'on propose, effectivement, ça peut aussi être une réforme des salaires. En soi, on peut garder le même organisme et le réformer en mettant des personnes différentes et surtout en garantissant une meilleure transparence. Après, tout ça, c'est des propositions qu'on fait, qu'on détaille avec nos partenaires, mais moi je suis aussi là pour informer, sensibiliser, mais aussi pour recueillir les avis, parce que chacun d'entre vous avez des expériences que moi j'ai pas, et c'est super intéressant aussi. Et voilà, l'idée ensuite c'est de se mobiliser tous ensemble pour une régulation foncière avec des priorités comme celle-ci, mais vraiment avec un objectif qui doit être commun, qui est celui de l'accès au foncier, de l'installation paysanne et de la transition agroécologique. Et voilà, ça peut se faire avec une nouvelle commission, ou alors on laisse ça faire réformer, ça se débat, et c'est comme notre mesure de plafonnement, 300 ou 350 hectares, c'est pas la question en fait. La question c'est vraiment d'avoir des mesures urgentes et d'agir. Voilà. Alors aussi, je voulais reprendre un petit peu vous parler d'accaparement par le monde financier. Mais il y a d'autres types d'accaparement actuellement qui sont en train de naître et de se développer. Alors, on peut prendre l'exemple, par exemple, des sociétés qui mettent de l'eau en bouteille. Je pense au Fidèle, moi je ne connais pas tout ce monde-là, mais je bois une autre eau. Et donc, pour essayer de préserver leur captage d'eau, que ce soit au niveau de la quantité d'eau ou de la qualité de leur eau, finalement, ils sont peut-être un petit peu contraints, ou ils se sentent contraints d'acheter le foncier agricole autour de leur captage. Donc, c'est une financiarisation, il y a un accaparement des terres par des sociétés qui sont du coup moyennement agricoles d'ailleurs. Voilà, ça peut être un type d'accaparement de terre. Il y a un deuxième type d'accaparement dont on ne parlait pas, c'est qu'effectivement, dans cette mutation agricole qu'on est en train de vivre avec le départ à la retraite, on a énormément de surfaces qui étaient par exemple en location, donc en fermage des agriculteurs, qui arrêtent parce qu'ils ont l'âge de partir à la retraite justement, et qui laissent des parcelles, peu importe le nombre d'hectares, il faut qu'il soit quand même un petit peu important, qui le laissent aux mains du propriétaire, qui est en général qui habite Paris, qui a ça par héritage, qui n'est pas du tout agriculteur, mais qui est propriétaire de ces terres. Et il va être sollicité par des formes coopératives ou des grandes structures de business, d'agro-business. Il va être sollicité pour que ces terres, il en soit toujours propriétaire, il en soit même l'exploitant, il en devient même l'exploitant, sauf qu'il reste à Paris, lui il ne travaille toujours pas. La société qui prend ces terres, qui va lui proposer des contrats pour faire des petits bois, pour faire des haricots et tout ça, va faire travailler des entreprises de travaux agricoles, ce qui fait qu'on rentre dans un énorme business où la terre est travaillée
de façon industrielle, sans agriculteurs, effectivement. C'est pas un accaparement de terre, puisque la terre, elle reste toujours au propriétaire, parce qu'elle était au départ, mais c'est une terre qui est vouée directement à l'agro-business. C'est-à-dire qu'on ne peut plus y échapper, et ça reste comme ça. La PAC 2023 l'interdit, ça. Hein. Ah non, je suis désolé, il y a des agriculteurs à Neuilly. Il y a des agriculteurs qui sont à la MSA à Neuilly. Ils sont agriculteurs. Il y a le droit d'exploitation. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle nous les agri-managers. Il faut qu'ils soient actifs en 2023. Ça veut dire qu'ils soient à la MSA. C'est pas suffisant, je pense. Ah, bah si. Ah non, justement. Enfin, à mon avis. Ouais. Non, la question de la qualité d'actif, c'est justement une mesure qu'on porte et elle existe. Elle n'est pas encore traitée aujourd'hui. Effectivement, ce que vous dites sur ces sociétés-là, c'est des agri-managers. Effectivement, il y a des sociétés financières, mais il y a aussi. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Financières, mais voilà. Et après, il y a une autre forme d'accaparement qui ressemble un petit peu à celle de Vitel ou celle des eaux, mais c'est Jacquet, par exemple, ou un grand marchand de, je sais pas, de pain de mie ou de on sait pas quoi, de tomates, de machin, qui, pour sécuriser, qui travaillait jusqu'à maintenant avec des coopératives, avec des agriculteurs, au niveau local, parfois au niveau autour d'une usine, d'un bassin agricole réputé pour une orientation agricole, on en connaît, et qui, pour se sécuriser, sécuriser sa société, sécuriser le fonctionnement de son entreprise, pour ne pas avoir de ratés dans les approvisionnements, décide, ou peut-être aussi de faire de la fiscalisation, de la défiscalisation, décide d'acheter des terres et de les mettre en culture elles-mêmes pour se garantir d'avoir des approvisionnements comme ils ont envie. Et c'est une forme aussi d'accaparement de terre qui vient, j'ai envie de dire, avec une certaine logique, et qu'on ne peut pas empêcher non plus. Il faut bloquer le développement dans ce cas-là. Parce que s'il a des perspectives de développement, il faut l'empêcher de se développer. Comme ça, il restera toujours sur son bassin. Pour info, Jacquet, c'est la marque commerciale agroalimentaire de Limagrin. Limagrin étant une coque de Limagne. Non, Limagrin, c'est une des grandes multinationales de semences. Vous appelez ça une multinationale, c'est une coopérative à la base. Non, une coopérative, c'est un autre fonctionnement. Je veux dire, une multinationale et une coopérative, je veux dire, on peut jouer sur les mots. Le crédit agricole mutuel, c'est aussi, c'est aussi une mutualité. En réalité, c'est une des plus grandes banques actuellement dans le monde. Je veux dire, si on veut jouer sur les mots, non. Limagrin, c'est une coopérative comme Maïsadour. Pareil, c'est les mêmes statuts. C'est les mêmes statuts. C'est ça, donc c'est les multinationales. On est d'accord. Non, le côté mutualiste, c'est les coopérateurs qui sont cooptés à vie et qui font marcher. On sait comment ça fonctionne. Maïsadour, bon. Confondez pas le conseil d'administration avec les sociétaires. C'est quand même très différent. Oui, non, mais de là, je parlais de Limagrin. Qui est, je crois, au niveau mondial, au niveau semences, c'est combien? C'est les 4e ou 5e? J'en sais rien. Peu importe. Attendez, je veux dire, il faut quand même être sérieux. Il n'empêche que les sociétaires, les agriculteurs, sont solidaires sur les pertes s'il y en a. Et je peux vous dire que dans les Landes, il y en a beaucoup qui ont eu très peur il n'y a pas longtemps. Oui. C'est une coopérative. Et les bénéfices, ils vont où? Oui, on peut s'interroger. Je suis d'accord avec vous, on peut s'interroger. Voilà. Il n'y a pas de problème. Parce que ça revient au partenariat public-privé où tout ce qui est public, ça paye les déficits et tout ce qui est privé, ça encaisse les bénéfices. Oui, et c'est ce genre de truc qui fonctionne comme ça aussi, quoi. Non, mais pour reprendre l'exemple des Limagrin, on voit bien la dérive qu'il y a eu dans le monde agricole français, où le modèle des coopératives, qui au départ était vraiment fait pour le monde paysan, c'est quand on transformé en modèle capitalistique. On a des entreprises comme Maïsadour qui, je crois, a dépassé un chiffre d'affaires de 1 milliard, je crois qu'ils avaient pour le Radis, etc. Enfin, Maïsadour qui avait ses filiales au fin fond de l'Ukraine,
Dimitrov, là, bon, je suppose qu'ils n'y sont plus en ce moment, de là parler de coopératives, je veux dire, qui font une partie de leur maintenance en Afrique du Sud pour pouvoir avoir 2 saisons de saison par rapport. Ils en font ici l'été, ils en font l'hiver, etc. Enfin, vous divisez par 2 le coût de la sélection. Oui, non, on parle plus de coopérative, on parle de multinationales, et à ce moment-là, on est dans un système tout à fait différent. Merci beaucoup. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu du rapport que vous avez avec la foncière d'Hervelien, qui a également sorti un rapport sur la répartition du foncier agricole qui est très très intéressant. Il y avait 2-3 chiffres qui m'avaient quand même interpellé. C'était en 1930, je crois, c'était 60% des agriculteurs qui détenaient leurs terres, et aujourd'hui c'est plus que 35%. Donc seulement un tiers qui détiennent leurs terres. Et il donnait des chiffres affolants sur l'urgence en fait justement d'essayer de se poser la question comment récupérer ces terres. Enfin, effectivement, je pense que la question des communs ou de l'usage agricole serait très très intéressant, mais malheureusement, comme c'est un droit qui est ancré depuis des siècles, je pense que la bataille va être rude et longue. Et ce que disait ce rapport, c'est que dans les 10 prochaines années, il va y avoir plus de la moitié des terres qui vont changer de main. Donc je pense que l'urgence elle est là, il faut essayer de trouver en commun des solutions peut-être pour récupérer ça, sachant qu'actuellement, je crois, c'est un fermier qui est en fermage, il a en moyenne 14 propriétaires. Ce chiffre-là, il est vraiment sidéré, c'est-à-dire qu'il a en face de lui 14 propriétaires auxquels il doit essayer de négocier à la fois le montant du fermage ou autre, ou s'il peut racheter d'autres. Moi je trouve ça vraiment aberrant, et en tout cas moi je trouve ça bien que votre rapport, celui de la foncière d'Hervelien, puisse mettre en lumière ce débat et peut-être avoir une incidence sur la prochaine loi et les prochaines orientations. Enfin voilà, c'est vraiment cette urgence-là qui me questionne, et comment on peut, je sais pas, essayer de régler tout ça. Merci beaucoup. Je suis pas sûre que vous m'entendiez bien, j'ai l'impression que c'est très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, le rapport d'Hervelien, je pense qu'on va tous à le lire aussi. On a sorti un rapport le même jour, en fait. Nos rapports se complètent, c'est-à-dire que le rapport est vraiment focalisé sur la propriété foncière. Et Hervelien, ça fait des années qu'ils travaillent sur ce sujet du foncier, ils sont très techniques, plus que nous. Nous, notre rapport va être plutôt en termes de mobilisation citoyenne. Voilà, on est une ONG qui a un angle de justice sociale, justice écologique, justice environnementale. Donc vraiment, on envisage nos 2 rapports comme se complétant et permettant de mobiliser des publics différents. En fait, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de sensibiliser un maximum de personnes à la question, qui est vraiment, encore une fois, très peu connue. Et puis, quelle question vous m'avez posée, excusez-moi, sur comment on fait en fait pour agir, c'est ça? Je l'ai un peu dit avec les questions, avec les mesures qu'on propose, qui sont partagées totalement par Hervelien aussi. Est-ce qu'il ne faut pas justement, malheureusement, comme c'est le seul outil qui fonctionne, s'accaparer nous-mêmes de manière citoyenne les terres pour les redistribuer à des agriculteurs qui souhaiteraient s'installer aussi? Oui, c'est ce que fait Hervelien, justement, quelque part. C'est des accapares, peut-être pas ce que Hervelien, mais je pense que c'est... c'est l'idée de racheter des terres, effectivement, pour ensuite les rendre accessibles aux petits paysans. Et c'est leur modèle. Après, ça, c'est à vous de décider quelle forme de mobilisation vous souhaitez faire. Nous, en tant qu'association, on va travailler avec les institutions, nous proposer ces mesures-là au gouvernement, aux députés. Et d'ailleurs, si on a des élus locaux là dans la salle, n'hésitez pas à vous saisir de ces propositions, à même écrire aux députés, au gouvernement, etc. Parce que c'est aussi l'enjeu d'avoir des élus transpartisans, vraiment, et locaux, des territoires, pour que le gouvernement se saisisse de la question. Aujourd'hui, dans le projet de loi d'orientation agricole, a priori, au départ, au début des concertations que le gouvernement a lancé, on pensait que la question du foncier ne serait pas du tout traitée, parce qu'il y a la loi 112 de 2021 qui existe déjà, et donc, comme elle vient en plus d'un député En Marche, on pensait que le gouvernement allait nous dire qu'ils allaient
attendre les résultats de cette loi avant d'agir, alors qu'on sait très bien qu'en fait cette loi ne produira aucun résultat tangible. Mais en fait on est un petit peu surpris puisque la question du foncier a l'air d'être mise à l'ordre du jour, pas complètement dans le terme, mais voilà, il y a au moins cette question qui est évoquée. À combien d'agriculteurs sans terre estimez-vous? Sans terre, de paysans sans terre, est-ce que vous pensez qu'il y a en France qui sont capables de s'installer dans les 3 ans, dans les 5 ans? Je n'ai pas bien compris en fait ce que vous voulez dire. Ouais. Vous nous avez dit tout à l'heure que dans 10 ans, il y a la moitié des agriculteurs qui auront disparu. C'est clair, pour cause de retraite. Entre autres, mais essentiellement. Et quelques-uns pour faillite. Combien est-ce que de jeunes agriculteurs vous êtes capable de mobiliser pour les remplacer? Alors, c'est directement lié avec la limitation de la hausse des surfaces. Oui, oui. Nous, notre chiffre idéal qui... non, c'est pas un chiffre idéal. C'est combien vous avez de jeunes sans terre actuellement? Sans terre, je pense que vous voulez dire. Qui cherchent des terres à moto, les porteurs de projets. Je voudrais quand même vous demander, il y a un ordre de parole, il y a des gens qui lèvent la main, donc monsieur devait parler, je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait parlé. Vous êtes le bienvenu et vos remarques sont entendues par tout le monde, et s'il vous plaît, vous faites signe et je vous passerai le micro comme à toutes les autres personnes présentes dans la salle. Bonjour, merci pour cette information. Alors, quelles sont les mesures concrètes que vous metteriez en œuvre pour combler le déficit d'agriculteurs aujourd'hui? C'est des mesures que je vous ai proposées là, je vais faire la même chose que ce que je faisais déjà dit, pour éviter l'agrandissement, pour permettre l'installation, donc combler ce déficit de nos agriculteurs. On va essayer de réguler l'accès aux fonciers pour permettre cette installation-là. Alors, à l'heure actuelle, moi je suis jeune agriculteur, nouvellement installé, donc on va parler concret. On peut être un agriculteur sans terre, ce qui est mon cas. Je suis locataire de terres sur lesquelles j'ai mon exploitation agricole et mes bâtiments d'élevage. Donc ça, c'est pas tellement ça le problème. L'accès au foncier, le foncier aujourd'hui pour le département des Landes, dans certaines régions, coûte tellement cher qu'il est impossible pour un jeune agriculteur d'aller acheter les terres. C'est simple parce que le revenu généré par le foncier, que ce soit de l'élevage, que ce soit des cultures, ça ne passera pas. Deuxièmement, le poids aussi, comment est-ce qu'on peut gérer le poids de la mécanisation. Parce que j'entends parler de bio, je vais vous parler de quelque chose que je vis pour le moment. On arrête le glyphosate, soit, c'est très bien. Mais derrière ça, il y a une contrainte qui va être une contrainte mécanique. Donc on va passer plusieurs fois des engins au sol pour avoir le même résultat. Soit, mais entre-temps, c'est du temps, c'est du carburant, c'est des outils qui coûtent très cher. Des outils aujourd'hui qui sont impayables pour un jeune installé. À l'heure actuelle, les mises en culture, que ce soit du maïs, du blé, coûtent tellement cher que le jeune agriculteur est strictement incapable aujourd'hui de financer ce matériel. Il est obligé d'acheter des parts dans des climat, ou alors être externe de CUMA et de louer les outils au prorata des heures qu'il fait. D'accord? Donc ça, c'est d'une part. Deuxièmement, il y a effectivement l'histoire de l'accès au foncier via les SAFER. Donc il faut savoir que les SAFER mettent des avis sur des terres qui sont en disponibilité. Après, il y a l'obtention d'une autorisation d'exploiter pour ces terres. Donc c'est deux choses qui sont très différentes, comme on a la DTD via la CDOA. Et vous passez en CDOA, votre cas passe en CDOA, vous êtes accepté ou refusé votre dossier, voilà, en fonction des éléments qui sont demandés. Donc que ça soit juste ou pas juste, là, elle n'est pas là la question. Mais ça veut dire qu'il faut installer des jeunes. Moi je suis pour le fait d'installer des jeunes, qu'ils aillent après au modèle, au GIO, on s'en fout. Mais le concept c'est qu'il faut installer des jeunes. Mais qu'est-ce que vous proposez réellement? Et surtout, quelle facilité vous allez
allez mettre en œuvre. Parce qu'il faut savoir que vous allez produire quelque chose, vous devez le vendre à un prix pour être rentable. D'accord? Si vous ne le vendez pas à ce prix-là, vous n'êtes pas rentable. Donc soit vous passez, soit vous sortez du cadre agricole, vous avez des agriculteurs mais qui ne sont pas des agriculteurs affiliés à la MSA. Ça existe, hein, il y a des endroits, il y a quelques agriculteurs, ils sont 5 à bosser là-dedans, ils ne sont pas les MSA. Inconnus au bataillon, ce sont des associations. Donc, hors du système. Déjà sur l'accès au foncier, c'est les mesures encore une fois dont je vous ai parlé pour vraiment lever cet obstacle d'accès au foncier. Il faut notamment refinancer les salaires pour qu'elles attribuent les terres notamment aux jeunes agriculteurs. On a une mesure aussi qu'on pousse qui est d'attribuer la DJA à des agriculteurs de plus de 40 ans pour permettre pas seulement aux jeunes agriculteurs mais à des nouveaux agriculteurs, quel que soit leur âge, de s'installer. Et après, alors il y a des mesures, notamment par le projet de loi de finances, on peut passer par le projet de loi de finances pour faire des mesures fiscales pour permettre d'acheter des outils ou pour permettre de taxer des engrais, par exemple, pour dégager ainsi des marges financières pour les pratiques biologiques, agroécologiques, etc. Donc ça, en termes financiers, il y a des marges de manœuvre qui peuvent passer par le projet de loi de finances, différentes lois de taxation, et donc pas de délégation de manœuvre financière. Et après, sur les instruments, mécanisation, oui, il faut effectivement aider les jeunes agriculteurs à se procurer ces outils-là. Maintenant, nous, on soutient aussi, on ne soutient pas plutôt la course à la mécanisation, ce qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire pour nous, favoriser l'agroécologie, c'est aussi limiter cette course à toujours plus d'outils, toujours plus d'agro-industrie quelque part. Donc voilà, après il faut trouver un équilibre pour d'un côté effectivement permettre l'installation des jeunes, et de l'autre côté permettre le développement de l'agroécologie qui passe par une augmentation de la main-d'œuvre et par moins d'organisation et de... Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Alors honnêtement, on va parler de la mécanisation. Moi, je veux bien être contre la mécanisation, mais il va falloir aller chercher des gens avec des bêches. Vu qu'on a du mal actuellement dans le milieu agricole à trouver de la main-d'œuvre pour des emplois qui effectivement ne sont pas très qualifiés, mais qui ne demandent, qui ne sont pas non plus durs, mais il y a des gens qui sont sans emploi. On a des difficultés en France à trouver des emplois, à trouver des gens qui viennent travailler. Et ça génère un autre problème, ça génère des précarités avec des travailleurs détachés hors Union Européenne et hors Union Européenne, parce qu'il y en a qui ne viennent pas forcément d'Europe. Donc il y a ce point de vue-là. Voilà, il faut rester dans le concret. Et surtout, quand vous dites de la DJA à plus de 45 ans, il faut faire attention parce que quand même, à 45 ans, reprendre une exploitation agricole, donc s'y connaître. Quand on parle d'un paysan, je suis paysan, il faut connaître le volet, il faut être bon techniquement, il faut être bon sur le volet économique. À 45 ans, des gens qui seraient prêts à se lancer dans des défis comme ça avec des DJA, et surtout la DJA, il y a des petites annexes. Hein. Si vous n'avez pas le SMIC au bout des 5 ans de la DJA, vous remboursez la DJA. Et il faut voir le montant de la DJA. Si vous avez une DJA à 45 000 €, c'est pas énorme, hein, ça paraît énorme dit comme ça, c'est pas grand chose. Vous allez arriver à 50 ans, vous devez la rembourser. Donc voilà, il faut voir un peu le concret, les pieds un peu sur terre. Installer des jeunes, c'est installer des jeunes qui sortent de BTS ou qui sortent de MFR. Voilà. Après, voilà, nous on travaille en termes plutôt de politique publique, donc on va essayer d'orienter les subventions publiques vers l'installation en agroécologie, etc. Je parlais du PLF, du projet de loi de finances, on va travailler plutôt là-dessus. Après, effectivement, concrètement sur le terrain, il y a aussi un enjeu à soutenir des associations locales qui vont pouvoir aider l'installation. Il y a un enjeu de formation, il y a plein d'enjeux différents. On ne travaille pas sur tous ces enjeux-là, mais c'est ensuite une bonne vue d'acteur qui va effectivement répondre à chaque aspect. Et
Et ça, c'est essentiel de travailler vraiment de manière globale. Voilà. Je crois qu'il y avait une question. Oui, bonsoir. Merci pour cette soirée. Je reviens sur la notion que monsieur a donnée sur l'accaparement, mais comment vous avez dit Se réapproprier. Oui, mais bon, se réapproprier les terres, mais la façon dont vous l'amenez, c'est un peu violent. Oui, non, mais en même temps, si on a bien un dialogue entre les personnes, les intervenants, ceux qui ont les terres, ceux qui proposent des projets, peut-être on pourrait trouver des solutions sans se taper sur la gueule. Parce qu'en même temps, dire je vais te prendre ta terre, on va faire quoi? On va développer encore plus de conflits. C'est peut-être pas une bonne chose pour le temps, pour améliorer la situation. Merci. Après, c'est un vrai débat de technique de mobilisation et chacun a son point de vue. Et pour moi, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une diversification des pratiques. Et nous, pourquoi on travaille, c'est effectivement un dialogue entre les acteurs économiques, politiques, sociaux, institutionnels et les animateurs fondamentalement sont non violents. Donc, vous avez peut-être entendu parler des soulèvements de la terre récemment. On est encore justement en train de définir notre positionnement puisqu'on soutient l'idée évidemment de lutter contre les méga-bassines voilà, dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres, mais en même temps il y a des questions de non-violence qui se posent et puis après encore une fois c'est un positionnement stratégique et chaque secteur de la société civile va avoir le sien, mais en tout cas les amis de la terre soutiennent absolument la non-violence, c'est fondamental dans nos valeurs. Oui, mais voilà, je pense qu'il vaut mieux amener un dialogue entre les différentes personnes plutôt qu'être dans le conflit qui ne fera probablement que d'envenimer les choses. Ça dépend. Oui, je pense que le but d'une soirée comme ce soir, c'est justement de parler de... il y a des opinions différentes, je pense que monsieur Chien ne sera pas tout à fait mes opinions, mais on peut se parler, on peut échanger. Et par contre, il y a au moins un point sur lequel on est tous d'accord, c'est que cette loi d'orientation agricole, c'est tous les 10 ans. Et si on ne prend pas les bonnes décisions maintenant, dans 10 ans, ça sera trop tard. Donc il faut qu'on réfléchisse tous ensemble sur quels outils on peut mettre en place, quelles mesures doivent être prises par nos élus pour essayer d'obtenir quelque chose. Il n'est pas question d'affrontement, il est question d'intérêt commun de la société française en général. On a besoin d'une agriculture de préférence dans les mains d'agriculteurs français plutôt que dans les mains de banquiers dont on ne sait trop d'où viennent leurs actionnaires. Oui, je veux simplement dire, effectivement, il faut le dialogue, et je suis bien d'accord avec ce que vous dites aussi. Mais c'est amener le dialogue et une chose n'empêche pas l'autre. Tout d'abord, merci pour toutes ces informations et ces échanges très riches. Moi, je voulais, puisqu'on est là pour réfléchir aussi, j'ai pris le temps de lire votre rapport avant de venir et j'ai l'impression, dans la partie solution, et c'est peut-être pas l'axe le plus facile, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des parts des sociétés, que c'est peut-être là que réside le talon d'Achille, puisqu'en fait on vous expliquait que ces sociétés de projet arrivent notamment à échapper en fait à la SAFER, puisqu'en fait tous les parts sociales ne sont pas mises en vente et que la société qui rachète en achète 99 ou 98%, peu importe. Et donc je pense qu'il y a peut-être un travail à faire là-dessus, un système de tout ou rien, ou alors un pourcentage maximal qui serait fixé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a un axe juridique à développer. Oui, merci beaucoup déjà d'avoir lu notre rapport avant de venir. Il y en a d'autres qui sont sur ma table là, et n'hésitez pas à vous servir si vous ne les avez pas encore vus. Et après, c'est une question effectivement qui est intéressante. On n'a pas fait de proposition
en ce sens pour le moment. Et moi, justement, ça me pose la question, vraiment en réfléchissant, tout en parlant, j'imagine que c'est compliqué d'obliger à vendre 100% de ses parts sociales. Pour moi, il faudrait plutôt dire que la SAFER puisse intervenir si c'est 90% ou plafonner en fait les sociétés qui achètent, qu'ils aient un plafond en fait et qu'ils ne puissent pas aller au-delà d'un certain pourcentage d'achat du coup. Oui, après, oui, tout à fait. C'est une régulation, mais je pense que même au-delà du secteur agricole, c'est une régulation en foutant compte du système économique d'aujourd'hui. C'est une régulation du capitalisme, du financement financier, etc. Je suis très d'accord, mais c'est super intéressant et je veux en discuter. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, dans le système dans lequel on est, en tout cas, c'est pas possible pour nous de porter cette demande dans le cadre de la loi d'orientation agricole, puisqu'on ne serait pas du tout entendu par le gouvernement, alors que là, aujourd'hui, on a une chance peut-être de l'être, mais dans le long terme, c'est une proposition qu'il faut effectivement réfléchir et mener un peu pour réguler le système de manière globale. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation et ce travail. Et je voudrais vous apporter aussi le salut d'une délégation d'Attaque 65. Nous sommes venus à 5 pour participer avec vous. Pour entrer dans le débat, je pense que l'on ne peut pas parler du monde agricole de la même façon quand on est dans les Landes que quand on est dans les Hautes-Pyrénées et plus particulièrement sur le Piémont ou en montagne. Nous, dans les Hautes-Pyrénées, à l'ADA, Attaque travaille avec la CONF et l'ADA, il y a une cinquantaine de jeunes qui veulent s'installer et qui ne trouvent pas de terre. C'est gravissime. Et qui veulent s'installer en polyculture, pour la plupart. Parce que dans le Piémont, il ne s'agit pas de faire du 60 ou du 80 hectares. Ça n'existe pas. Ils travaillent avec 30 hectares et c'est pas mal. Et en polyculture, on a surtout l'avantage de ne pas polluer la nature. On a tendance à quand même avoir des pratiques agricoles qui sont respectueuses. Ce qui m'inquiète, c'est quand j'entends, je le sais, mais que les surfaces vont s'agrandir de plus en plus. Par conséquent, on va utiliser de plus en plus de moyens agricoles pour travailler la terre qui seront lourds, qui vont tasser la terre, qui vont faire en sorte que l'eau ne puisse plus rentrer dans le sol et qui vont créer des difficultés de capacité de ressources d'eau et en même temps qui vont créer des problèmes d'irrigation pour le futur. Si on prend en compte en même temps que la France n'a pas son autosuffisance alimentaire, c'est pas en faisant de la grande culture de la céréale en France qu'on va régler ce problème. Et je pense qu'il faut absolument qu'on prenne en compte ces problèmes-là et qu'on traite, je dirais, de façon catégorielle et en respectant les territoires pour faire en sorte que la production agricole soit à la fois de bonne qualité, respectueuse de la nature et en même temps suffisamment productrice pour permettre de nourrir la population et de créer un revenu suffisant aux agriculteurs. Ce qui se pose sacrément des questions aujourd'hui. Entre qu'est-ce qu'on va semer sur du maïs et du sorgho, et ainsi de suite. Il y a l'énorme problème de l'eau. Nous, dans les Hautes-Pyrénées, on est dans le grand débat. Et nous menons des réunions publiques sur le thème du partage de l'eau parce que c'est pas gagné, ça. Voilà, merci. Merci. Alors, petit apport quand même sur quand on parle d'accaparement des terres, d'accession à la propriété. Il y a différents moyens d'accéder à du foncier. Soit groupés dans des sociétés qu'on appelle des GFA, donc des groupements fonciers agricoles, donc qui eux achètent du foncier, vous détachez du GFA, là vous avez des parts sociales qui correspondent à une valeur des actifs de la société, et vous avez donc une autorisation d'exploiter qui est différente. Donc vous la confiez, vous avez un GFA qui a les terres, vous avez une SCEA ou une ARL ou une SAS qui va, elle, exploiter les terres. Donc le problème, c'est qu'il faut un petit peu se rendre compte, quand on est agriculteur, généralement on conçoit ça très bien, la loi, l'État déteste les cas particuliers,
déteste les cas particuliers. Pourquoi? Parce que, on va pas se mentir, à la DDTM, on n'a déjà pas les moyens de traiter les cas généraux. Donc quand on rentre un peu dans le particulier, là ça devient de pire en pire. Parce que là, il faut de la compétence, il faut chercher, il faut travailler. C'est un pavé dans la mare, mais il faut avoir quelque chose qui soit simple. Sinon, demain, on va se retrouver peut-être avec des agriculteurs qui achètent des terres en nom propre, qui la mettent en fermage à leur structure, ils l'achètent en nom propre avec le projet de capitaliser. Alors, c'est pas bien, le capitalisme, tout ça, mais le problème, c'est que les retraites dans le monde agricole, alors il y en a plein qui vont se plaindre des retraites, les retraites dans le monde agricole, c'est que dalle. Les retraites des aidants, donc je pense à ceux qui ont pris leur retraite, là maintenant, la population retraitée agricole, donc des conjoints qui ont travaillé sur l'exploitation, en tant qu'aidants, zéro. Ils comptent pas, ils sont pas là. Donc s'ils n'ont pas le foncier derrière, s'ils n'ont pas des fermages, s'ils n'ont pas pu transmettre à leur enfant qui fait tourner l'exploitation la capacité de générer du fermage, parce que c'est ça aussi, si demain vous empêchez on empêche des gens d'accéder au foncier de façon très compliquée en étant ultra administratif, et je peux vous promettre, c'est déjà pas mal pour accéder au foncier. On va générer donc des problématiques, soit des exploitations qui seront intransmissibles, soit parce que c'est trop compliqué, il va y avoir des cas particuliers, il faudrait 3 ou 4 associés. 3 ou 4 associés, c'est des directions ou tricéphales ou quadricéphales, il n'y a pas, ça n'existe pas, c'est très compliqué parce qu'on est dans le monde agricole, c'est un secteur très très particulier, quand il est vu de l'extérieur, c'est extrêmement compliqué de le comprendre. Donc ça c'est une part. Non, mais c'est pas méchant, mais des directions bicéphales, imaginez-vous, vous avez 3 associés qui sont à 33%, il faut que les 3 soient d'accord. Okay, sinon il ne se passe rien, sinon la société est bloquée. Et une société bloquée, elle coule. Et il ne faut pas l'entendre. Donc il y a ce point de vue-là, et puis après il y a vous dites, vous êtes international, alors bon, moi je suis agriculteur français, donc bon, je vois le problème de mon petit côté d'affaires. On va en Espagne, on traverse les Pyrénées. À l'heure actuelle, je ne vois pas, je n'entends pas de syndicats français, d'associations françaises ouvertement critiquer ce qui se passe en Espagne. Ce qui se passe en Espagne, ce sont des champs de bâches avec dessous de l'injustice sociale, mais c'est grave. Des migrants à qui on confisque le passeport, qui travaillent pour produire les tomates que vous allez retrouver qui d'Espagne. C'est sympa quand vous vivez en Espagne, il commence à tiquer. Comme en Ukraine, pour la situation de l'Ukraine, c'est un peu particulier à l'heure actuelle, vous prenez la Pologne, ça doit être la même chose. À l'heure actuelle, la PAC, et l'Europe de façon générale, il n'y a aucune uniformité au niveau économique. À l'heure actuelle, un agriculteur français doit produire énormément pour avoir très peu. S'il faisait la même chose en Pologne, il aurait peut-être même pas, il aurait un meilleur revenu. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Une Europe unie, ça passe, une agriculture qui rémunère correctement en France, ça passe par une agriculture européenne qui harmonise les règles. Parce qu'il faut savoir que la PAC, tout ce qui est le bio, moi je peux aller faire demain du bio en Espagne, je vais utiliser plus de pesticides que ce que j'utilise ici. Parce que le bio européen n'est pas harmonisé. Je fais du poulet, je peux aller faire du poulet avec le même label, pour le grand public, sauf que je vais aller le faire en Roumanie. Et en Roumanie, plutôt que de me dire, à partir de tel âge, vous les laissez dehors, jusqu'à tel âge, vous leur donnez tel type d'alimentation, ça va être le cahier des charges de base. Sauf qu'on va rajouter, vous ne pouvez les laisser sortir que quand il a fait 10 jours de ponton consécutifs à des températures supérieures de 25 degrés. Ça n'arrive pas souvent. Vous faites du poulet cloustral, vous avez les trappes, elles ne s'ouvrent jamais. Donc il n'y a aucune uniformité au niveau européen. Et tant que vous n'avez pas cette uniformité au niveau européen, ça ne sert pas à grand-chose, à mon avis. Regardez ce qui se passe en France. Tant qu'on aura des marchandises qui seront produites de l'autre côté des Pyrénées, et on parle quand même de la Ville, on parle de l'Espagne, à des prix défiant toute concurrence, sur la tête d'êtres humains qui ont déjà franchi une fois la Méditerranée pour échapper au malheur, et on trouve une autre là-bas. Là, ils ne sont pas prêts d'en sortir non plus. Et ça, tout le monde le sait, personne ne le regarde.
Pourtant, on ne pourrait pas critiquer l'Espagne d'avoir un gouvernement qui soit ultra-capitaliste. Je suis même capitaliste parce que je suis très rapidement, parce que là, c'est un moment de question, mais très rapidement sur l'harmonie européenne. En fait, c'est un problème global, hein, l'Union européenne, qui manque d'harmonie fiscale, de la PAC, etc. Et effectivement, les États restent souvent dans l'Union européenne. On peut en discuter ensuite sur les modalités de l'Union européenne. Après, vous dites que ça ne sert à rien, entre guillemets, de regarder ce qui se passe en France, vu qu'on est en Europe et que chaque pays est différent. Certes, maintenant, la France a une grande puissance européenne, 45% du budget français provient de la PAC, donc il y a quand même. Ça vaut pas le coup de regarder ce qui se passe en France, disons, parce que pour l'Europe, ce que fait la France au niveau agricole va quand même être impactant. Mais après, juste une dernière chose sur le manque d'harmonisation, c'est vrai que là, pour la PAC 2023, il y a eu l'introduction du PSN, du plan stratégique national, et qui donne beaucoup plus de latitude aux États pour décider de leur politique, des attributions, des subventions, que c'était le cas avant. Donc l'Union européenne a délégué un certain pouvoir aux États, et c'est vrai que du coup, ça a pour conséquence que les normes environnementales et puis les subventions vont différer, et ça, c'est quelque chose d'assez problématique si on veut avoir une transition avec une politique plus globale au niveau de l'Union européenne. Si, non. C'est bizarre, il marche maintenant quand c'est rouge. Tout à l'heure, c'était quand c'était vert. Pour répondre à votre question, vous savez pourquoi ce printemps, il y avait plus de tomates en Espagne, dans de très nombreux magasins? Parce que ces serres dont vous parlez ont été obligées de respecter d'abord les contrats qu'elles avaient avec les grandes entreprises multinationales, style, vous me direz que c'est peut-être un problème avec les multinationales, de style Carrefour, etc. Ils ont d'abord été obligés de respecter leurs contrats et d'envoyer ces tomates produites dans les conditions que vous dites, aucun respect des droits humains, etc. En fait, c'est de l'esclavage moderne, soyons clairs. Mais ces tomates-là, elles ont été en priorité. Ils devaient, ces grands propriétaires fonciers là, qui possèdent ces immenses serres, si vous ne voulez pas perdre les marchés des Carrefour, Leclerc, et je vous passe les noms des autres firmes européennes, si vous ne voulez pas perdre ces marchés, il fallait en priorité les fournissent. Et donc les Espagnols se sont retrouvés avec des pénuries de légumes. Donc le problème, ce n'est pas simplement l'Europe, le problème c'est, et je suis quand même étonné qu'on parle toujours du prix, de la difficulté des agriculteurs, et qu'on ne parle pas du rôle en France, c'est plus de 90% des produits, 80 ou 90% des produits alimentaires qui sont contrôlés par quelques grandes firmes, les Auchan, Leclerc, etc. Il y a un problème fondamental là-dedans, c'est que les marges qu'ils prennent, d'un côté, elles sont au détriment des consommateurs, de l'autre côté, elles sont au détriment des producteurs. Quand vous voyez les marges qu'il y a sur le lait, je ne sais pas si on a des documents sur Lactalis, mais regardez Lactalis. Vous me direz, c'était peut-être au départ là aussi une coopérative. Non, c'est privé Lactalis. Pardon ? C'est privé. C'est Beignet. Donc, excusez-moi. Donc, vous regardez comment fonctionne Lactalis, le prix. Il y a quelqu'un qui a un contrat avec Lactalis, souvent ne peut pas vivre. Ne peut pas vivre décemment, il peut travailler le nombre d'heures qu'il veut, il peut avoir le nombre de vaches qu'il veut, de vaches laitières, etc. Il ne pourra pas vivre. Et ce problème, on ne l'a pas abordé ce soir. Et je crois que c'est un problème qui est fondamental, c'est que quel est le prix? Moi, j'ai pour principe de dire tout travail mérite un salaire décent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le travail d'agriculteur,
pour nous fournir des produits de qualité, ce travail-là n'est plus rémunéré. Et pourquoi il n'est pas rémunéré? Parce que les agriculteurs ne sont plus en position de contrôle sur la vente de leurs produits. Ils sont obligés de passer sous les conditions de ces grandes entreprises de distribution. Et je pense que c'est un problème de fond. Et là, agriculteurs et consommateurs, il va falloir qu'on se mette autour de la table et qu'on essaie. La loi Egalim, on sait ce que ça a donné, c'est du pipeau, quoi. Quelques mesures, mais en réalité, ça n'a rien changé pour les producteurs. Voilà ce que je voulais répondre à votre remarque. Et j'ajouterais juste pour compléter que l'Institut Labo ici, avec un institut créé récemment par la NUPES, a prouvé, c'est un institut créé par la NUPES mais qui est indépendant et qui est composé d'experts, a prouvé que l'inflation est aujourd'hui tirée par les prix de l'agroalimentaire et notamment les marges de l'industrie, plus que par les prix d'énergie. On va peut-être prendre les dernières questions, mais vu qu'il est déjà presque 21h30, je pense que les dernières questions dites-moi, est-ce qu'en préalable à votre travail, là, il n'y a pas une question qui manque? La question, c'est simple. Pour la France en particulier, de quelles agricultures nous avons besoin? Oui, tout à fait. On travaille sur cette question-là aussi. Évidemment, nous, on porte le développement de l'agroécologie, on porte le développement de la culture de légumineuses, de l'agriculture biologique, pour une résilience alimentaire qui soit meilleure. Et puis la polyculture épanouie, c'est une diversification des cultures. Voilà. Arrête les monocultures nourries d'engrais et de pesticides et qui aillent plutôt vers des pratiques commerciales. Est-ce qu'il y a d'autres questions après? Peut-être pour continuer dans le sens où vous avez demandé de faire des propositions. Par rapport à ce qui a été dit derrière, il y a peut-être une notion qui n'est pas, j'ai pas lu le rapport, désolé, une notion qui n'apparaît pas dans votre présentation, c'est celle des communs. C'est une notion très ancienne, sans revenir au temps où les bergers, dans la Haute-Hollande, utilisaient des pâturages communs avant qu'on plante des cœurs. C'est une notion qui est pratiquée dans les pays du Sud, et je crois aussi dans les Pyrénées, pour l'élevage de petits ruminants. Donc, je ne sais pas que c'est la solution à tout, mais peut-être pour des jeunes agriculteurs, intégrer des processus dans lesquels des communs sont mis en place à partir soit des collectivités locales, soit des groupements qui achètent des terres, ça leur permettrait de... Donc, je pense que c'est intéressant de travailler ce point-là. Il y a un rapport qui est donné par un économiste qui s'appelle Gaël Giraud, qui a beaucoup développé ce point-là. Donc, c'est une piste. C'est Lina Ostrom aussi qui a développé la question des communs. Oui, je ne connais pas très bien, mais tout à fait. Et je crois que en discutant avec Bia Galpétina, justement, il parlait de l'Écosse qui a aussi un peu développé cette question-là avec des collectivités qui peuvent acheter des terres. On n'a pas développé cet angle-là, mais ça va dans notre sens et je pense qu'on pourrait effectivement rattacher à la notion de commun dans son ensemble sur ces communes. Ça revient dans le jour. Tout à fait. Une dernière question pour donner un exemple de ce qui peut être mis en place par rapport aux difficultés, le département des Landes met à disposition de jeunes agriculteurs, je crois que c'est 3 hectares, c'est ça, pendant 3 ans pour leur permettre de se faire une expérience, de se faire un pécule et de pouvoir s'installer. C'est peut-être une réponse aux problématiques auxquelles on est confronté. Je pense que c'est des expériences qui devraient se développer un peu partout. Voilà, c'est tout. Mais c'est pour eux. J'ai les clés de ce merci à tous et à toutes d'être venus. Merci à tous les intervenants. Ça a été un débat moyen, effectivement, que quand même on a affaire à un thème qui important, un thème qui concerne la politique. Alors, je pense que ce soir on a fait qu'aborder le sujet.
On a lancé certainement plus de questions que l'on a apporté de réponses, mais le point qui est vraiment important, je le répète, c'est cette loi d'orientation agricole déterminer les années à venir et dans 10 ans, ça sera trop tard. Donc, je vous demande, si le thème vous a intéressé, de rester en contact avec nous, de rester renseignez-vous, suivez ce thème-là, essayez de voir ce qu'en pensent les élus que vous connaissez. Il faut vraiment qu'on se bouge pour que la nouvelle loi d'orientation soit une loi qui change réellement les choses et fasse avancer le problème. Sinon, on va vers de gros problèmes dans le niveau agricole, qui s'ajoute à ce qu'il y a déjà. Sarah, tu veux dire un mot? Tu as tout dit, mais merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette présentation, puis surtout d'avoir cet échange très riche avec vous. J'ai vraiment besoin de vos retours d'expérience, de vos avis, etc., pour continuer à construire nos positions et porter ensuite des propositions émanant de citoyens vers le gouvernement. Donc, effectivement, comme l'a dit Christian, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous mobiliser. On a aussi une mobilisation locale sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse d'y participer, n'hésitez pas à venir nous voir après la conférence pour que je puisse vous inviter au groupe, etc. Et puis, n'hésitez pas même de à organiser des conférences, à aller voir vos élus pour parler et faire en sorte qu'on ait une régulation foncière dans la loi d'orientation agricole, etc. Merci beaucoup.